sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on reçoit Lauriane de Get Your Com pour parler d'un sujet dont on parle encore trop peu puisque c'est l'addiction au travail. Donc c'est quoi la limite, où se trouve la limite, la frontière entre une passion et une addiction? C'est ce qu'on va aborder du coup tout au long de cet épisode. On va voir les différents signes, les différentes conséquences aussi quand on est accro à notre business et puis surtout des solutions pour essayer de sortir de cette spirale infernale. Je vous laisse avec notre échange. J'espère sincèrement que ça va vous plaire et surtout que ça vous aidera si jamais vous reconnaissez dans cette situation. Hello Lauriane, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'addiction, pour parler de passion et justement où est cette limite entre les deux. Écoute, c'est un plaisir totalement partagé. Je sais pas au départ si je devais être contente de parler d'addiction et d'être reçue pour parler de ça, mais à un moment, il faut appeler un chat à chat, donc allons-y. Pour remettre un petit peu justement les auditeurs dans le contexte, en fait moi j'ai pris des vacances au mois de décembre. Oui voilà, on peut m'applaudir parce que c'est quelque chose que je fais jamais. Oui, c'est exactement ce que j'allais faire. Félicitations. Félicitations. Et je disais justement à Lauriane sur Instagram que j'ai eu beaucoup de mal à déconnecter et que j'ai en fait ressenti comme si justement j'étais accro à mon business. Et elle m'a dit qu'on n'en parlait pas justement assez de ce sujet et voilà comment je lui ai proposé du coup de faire cet épisode. Donc l'objectif à travers justement notre échange, c'est de parler de nos ressentis à nous, de nos expériences, d'évoquer les signes de quand on est accro justement à notre business, les conséquences et surtout vous partager un maximum de conseils pour sortir de cette spirale infernale. Donc ce qu'on peut faire avant de commencer, c'est que tu te présentes pour les personnes qui te connaissent pas, tant qu'à faire. Du coup, enchantée, je m'appelle Lauriane, j'ai 31 ans, j'ai créé mon business en 2020 et moi je suis pas totalement accro à mon business, je suis accro au marketing de manière générale et on va développer comment ça se présente dans ma vie, comment ça impacte ma vie, mais du coup ça dérive aussi sur mon business. Et du coup, tu es dans le marketing? Oui, pardon, c'est vrai que j'ai même pas précisé. Du coup, oui, je suis dans le marketing et moi, mon but, c'est d'aider toutes les personnes qui ont créé une entreprise et qui n'arrivent pas encore à la faire briller carrément sur Internet, à briller avec leur entreprise. On adore. Oh, une belle mission. Elle est trop mignonne, vous la voyez pas, mais elle est en train d'applaudir quand elle dit. On l'adore. Mais oui, mais parce que ça a été... ça a été si compliqué de réussir à trouver qui je voulais aider. Et en fait, j'ai eu le déclic vraiment pendant le confinement où en fait, je voyais plein de commerces de proximité ou même de restaurants ou de petites boutiques fermées autour de chez moi. Et je comprenais pas parce que je me disais, mais en fait, il suffirait juste que tu crées un compte Insta et que tu continues ta boutique et que tu fasses du click and collect. Pourquoi tu fais pas ça? Dans ma tête, je me disais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas évident pour les gens, qu'il y avait plein de trucs qui, moi, me paraissaient évidents parce que justement, je baigne dans le marketing depuis un bon moment, qui n'étaient pas du tout évidents pour eux. Et c'est là que je me suis rendu compte de à quel point je pouvais aider les gens. Avant, je me rendais pas compte à quel point le marketing... Enfin, je pensais que le marketing, tout le monde connaissait, quoi. Non, malheureusement, il y a pas tout le monde qui connaît et donc c'est pour ça que qu'on a besoin de personnes comme toi, comme moi d'ailleurs aussi, dans ce monde pour aider un maximum de personnes. Et justement, l'idée, encore une fois, de cet épisode de podcast, c'est de parler de cette limite entre passion et addiction, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Pour introduire tout ça, je pense qu'on peut parler il y a un terme d'ailleurs qui a été créé pour ça, qui est le workaholisme. Donc c'est la contraction de work et de alcoolisme. La fille ne sait pas parler anglais. Alcoolique. Ouais, je crois que c'est ça. Pour dire qu'on est accro du coup à son travail et que on investit corps et âme dans notre activité professionnelle. Alors je pense qu'on peut être tous et toutes touchés. Après, comme tu l'as dit au début, toi par exemple, t'es pas totalement
forcément accro à ton business, mais plus à un domaine d'activité, du coup, si je comprends bien. Et comment, pour toi, justement, on passe de passion à addiction? C'est vrai que pour moi, en tout cas, en termes de définition, la passion, c'est vraiment quand on fait une activité qui nous fait du bien, qui est assez secondaire, et du coup, on le fait volontairement, alors qu'une addiction, pour le coup, on perd le contrôle. C'est ça. On n'est pas forcément capable, justement, de maintenir un équilibre. On est dans l'obsession. On ressent souvent aussi un besoin si on fait pas, justement, la chose, et du coup, ça peut nous faire ressentir, en tout cas, un vide, et ça nous prend aussi beaucoup notre temps. Donc, moi, je sais que quand j'avais regardé cette définition-là, je m'étais vachement reconnue dans ça, malheureusement. Mais du coup, est-ce que tu peux nous partager, toi, déjà, ton expérience, justement, sur le fait d'être addict au marketing? Comment tu le ressens, par exemple, au quotidien, et quels sont tes exemples? Alors déjà, la première chose, c'est que moi, c'est mon médecin qui avait commencé à m'en parler. Pourquoi? Parce que j'ai fait un burn-out et que c'est comme ça que j'ai quitté le salariat déjà parce que j'ai fait un burn-out. Et il m'avait expliqué que pour lui, l'addiction, il y avait forcément le côté, ça a des effets néfastes sur ta santé. Et du coup, il y a aussi ce truc de, tu peux pas t'en passer, mais vraiment avec ce côté malsain qui va avec. Parce que, tu sais, il y a ce truc un peu stylé de dire, ah, mais je peux pas me passer de ça, etc. Ou par exemple, il y a des gens qui vont dire, je sais pas, je peux pas me passer de glace, je peux pas me passer de chocolat. Mais en fait, ils peuvent pas s'en passer d'une manière assez raisonnable, ils vont en manger un petit peu, etc. Et c'est juste, ils s'imaginent pas arrêter d'en consommer. Alors que vraiment, dans le côté addiction, il y a le truc, si t'en as pas, ça ne se passe pas bien dans ta tête. Vraiment, tu le vis mal. Et ben moi, je suis un peu tombée dans ça avec le marketing, parce que déjà, j'en vois partout. Donc, c'est-à-dire que je suis le genre de personne qui analyse, même en allant faire les courses, j'analyse le marketing qui a été mis en place pour vendre certains produits, les arguments qui sont mis en vente sur les produits, dans les transports, c'est pareil, je regarde les pubs, je note, ah, ça c'est intéressant, ça l'est moins, ça je pense qu'ils se sont trompés. C'est comme tout à l'heure, je regardais YouTube, il y a une vidéo qui passe pour des espèces de petits bonbons que tu peux manger et qui sont censés te faire arrêter de grignoter. Et j'étais là, mais déjà, il sort d'où le concept de faire des bonbons pour faire arrêter les gens de grignoter? Ça n'a aucun sens. Bref, et tout ça pour... Je vois vraiment le marketing partout. Et en fait, là où je me suis rendu compte que ça avait des effets néfastes sur ma santé, c'est quand j'ai des troubles du sommeil, mais quand mes troubles du sommeil ont été aggravés parce que je n'arrêtais pas de penser au marketing, parce que je me réveillais, je me mettais à consommer des contenus sur le marketing, que ce soit en anglais, mais j'ai même tenté en espagnol alors que j'ai pas fait espagnol. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais, non, j'ai fait allemand, je consommais même des contenus en espagnol, mais pas en Allemagne. En allemand, pardon, parce que les Brésiliens sont archi chauds d'un point de vue marketing, réseaux sociaux. Donc bref, bah, du coup, c'est portugais, autant pour moi. Mais c'était n'importe quoi. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai commencé à mettre mon alarme de plus en plus tôt et à ne plus dormir, en fait, parce que je pensais à plein de trucs du marketing. Quand mes lectures ne sont devenues que marketing, que là, je me suis dit vraiment qu'il y avait un problème. Moi, je te rassure, je pense que t'es pas la seule à passer par là. Je pense que c'est important justement de démocratiser un petit peu tout ça et de rassurer aussi les personnes, surtout quand on se lance parce qu'on le comprend pas forcément et on peut vite tomber dedans. Et justement, toi, tu parlais du fait de mal dormir. Je pense que c'est un signe aussi quand on est accro à quelque chose, alors soit à notre travail, soit à notre domaine d'activité. Bon, toi, c'est un domaine d'activité, mais finalement, c'est aussi ton travail parce que c'est ce qui te permet d'alimenter justement, peut-être ta stratégie de contenu, etc. Donc c'est étroitement lié quand même. Mais je pense, pour rebondir justement sur ce que tu dis, en termes de signes, il y a aussi cette notion de une personne workaholic, une personne addict à son activité ou autre, elle ne compte pas ses heures. Elle a vraiment une charge de travail aussi plus. Alors je sais pas si toi c'est ton cas, mais moi je sais que ça a été beaucoup ça. Et après il y a aussi cette notion de est-ce que tu peux le faire? Moi je sais par exemple, je sais que tu es familière avec le human design. Moi je sais que mon human design, je suis générateur et du coup je peux vraiment travailler longtemps sans m'épuiser à partir du moment où je fais quelque chose qui me fait vibrer. Et du coup je compte pas du tout mes heures et j'arrive pas à m'arrêter et je tombe dans parfois des semaines de 70 heures en me disant c'est normal, c'est la base. Il y a rien de normal là-dedans, quoi. Pour le clin d'œil Human Design, moi en plus ce qui est drôle entre grands guillemets, c'est que je ne peux pas. C'est-à-dire que je suis manifestor, donc je fais partie des types à énergie basse qui n'ont pas cette énergie constante et qui ont une énergie très fluctuante. Mais en fait justement c'est là qu'il y a le vice, c'est que là où je devrais faire des vraies pauses, et je pense qu'on en parlera dans les solutions, mais là où tu dois faire des vraies pauses pour réussir à te reconcentrer et à retrouver de la productivité, moi par exemple je suis capable de consommer genre une formation ou une vidéo YouTube ou un podcast marketing et partir du principe que c'est une pause. En vrai de vrai, c'en est pas une, c'est une fausse pause. Ouais, c'est vrai. Comme les gens qui scrollent sur Insta en disant je fais une pause. Oui, non, non. Sachez que c'est pas une vraie pause.
Et en plus, là où, par exemple, avec les podcasts, là où pour moi, je trouve ça un peu traître, c'est que tu peux vraiment les faire pendant que tu es en train de faire autre chose. Donc moi, je vais vraiment être le genre de personne à me dire, bah, je vais aller faire la vaisselle, mais je peux pas aller faire la vaisselle sans mon petit podcast marketing. Et là, tu te dis, bah non, il faut vraiment réussir à faire une pause, à appeler vraiment. Et là où je te rejoins totalement, c'est que du coup, je comptais pas non plus mes heures. Je me souviens que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, vu que le côté marketing, ça me plaisait à fond et qu'en plus, c'est vraiment, ouais, je savais plus pas encore exactement ce que je voulais faire dans le marketing et du coup, je mangeais du contenu, littéralement. Et il y a vraiment des moments où je faisais du 5h, 23h devant l'ordinateur. Et normalement, en plus, je suis pas capable de faire ça, ce qui fait que j'avais une énergie pourrie et qu'au moment de me coucher, avec le temps d'écran que j'avais passé, mais j'arrivais même pas à m'endormir. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Bah, je relançais une vidéo. Ouais, mais après, tu tombes de toute façon dans une spirale infernale finalement. Et c'est dur justement je trouve, de s'en sortir. Et tout est lié de toute façon parce qu'on dit que on travaille beaucoup, est égal à finalement, on n'arrive pas à déconnecter, on n'arrive pas à prendre des vrais jours off sans culpabiliser, on n'arrive pas à prendre des vacances, on n'arrive pas à laisser de la place dans nos emplois du temps pour tout ce qui est loisir. Je sais que moi personnellement, en tout cas, quand je me suis lancée et là, les 2 premières années, on va dire 2 années et demie de mon aventure entrepreneuriale, c'était ça, c'est que j'ai pris 0 jour off, mais vraiment off, où j'ai pas fait une mission, soit pour une cliente ou pour moi. La première fois, c'était bah, là, en décembre, quand j'ai réalisé justement que j'étais addict à mon business, parce que j'ai jamais réussi à passer ce cap-là, de prendre des vraies vacances, de déconnecter et d'avoir des non négociables pour moi. Donc ça, on pourra en parler de toute façon dans les conseils. Mais je pense que de toute façon, tout est lié. Et puis après, il y a tellement de signes, justement, le fait de pas arriver à se détacher de son job, de ressentir aussi finalement une sensation de mal-être intérieur et de culpabilisation, de culpabilité. Mais oui, je pense que tout ça c'est lié et du coup bah forcément t'as une productivité aussi qui est en baisse. Enfin moi je le vois comme ça parce que quand tu bosses beaucoup et que t'es sur plein de projets en même temps, bah tu te retrouves surchargé et du coup bah ouais, généralement on n'arrive pas à finir tous nos projets. Enfin je sais pas toi comment tu te situes par rapport à ça, par rapport à ta productivité slash ton addiction à ton domaine d'activité quoi. Ouais, c'est vraiment, tu te retrouves t'es dans le rush tout le temps, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment ça, j'étais dans le rush tout le temps. Parce que, par exemple, si je voulais sortir un épisode de podcast, je pouvais pas m'empêcher de faire 15 000 recherches avant de le sortir. Et du coup, en fait, je me retrouvais à l'enregistrer. Moi, mon podcast, il se publie le mardi matin à 6h du matin. Et je me retrouvais à l'enregistrer et à le monter à 23h le lundi soir, tu vois. Donc, c'est terrible. Ouais, je vais rien dire. Moi ouais, ça m'arrive. Mais tu vois, ça fait vraiment partie des trucs où tu es Ah tout le oui, temps mais dans non le mais rush. Et alors là, moi où je te rejoins et où je me suis aussi rendu compte à quel point c'était néfaste et qu'il fallait que je change quelque chose, c'est que tu as dit que on prenait aucun jour off, tu as parlé de culpabilité. Moi, c'est là où je l'ai vraiment ressenti, c'est qu'il y a un jour où j'ai commencé à culpabiliser En fait, déjà, je voyais pas trop ma famille, mais en plus de ça, la culpabilité de prendre le temps d'aller les voir. Moi, ma famille habite pas dans ma région. Donc, aller les voir, ça veut dire prendre le train. Et vraiment, il y avait ce moment dans le train où je travaillais et où j'étais en train de me dire, ah, mais pourquoi je suis pas restée chez moi à travailler? Et après, t'es là dans les repas de famille et il y a ces moments où, genre, tu passes du bon temps et puis d'un coup, t'as un petit truc de culpabilité en mode, ah, mais je devrais être en train de travailler. Alors que tu devrais juste être en train de kiffer, arrêter de te prendre la tête, mais ça devient si obsessionnel que ça. ouais, que t'arrives pas à profiter finalement du moment présent avec tes proches. Et c'est là où c'est dur et qu'on le verra de toute façon dans les conséquences parce que je pense que ça revient beaucoup la partie isolement et justement nos relations avec nos proches se détériorent parce qu'on le voit pas arriver en fait. Clairement, on est tellement à fond et on pense que c'est normal parce que aussi la société nous dit que c'est normal de travailler, de pas compter ses heures, surtout quand on se lance encore plus dans l'entrepreneuriat. Et moi, je te rejoins totalement. J'ai eu la même chose où bah, je prenais plus le temps d'appeler mes proches, de prendre des nouvelles parce que chaque minute passée à faire autre chose, je le voyais comme une perte de temps. Et c'est pour ça que j'ai pris quelques kilos aussi d'ailleurs. J'en parle souvent parce que c'est vrai que j'ai arrêté de faire du sport parce que je le voyais aussi comme une perte de temps parce que le moment à la salle, bah, c'était pas du moment où je pouvais travailler sur mon activité et tout tournait autour de mon activité. Et ça, clairement, pour moi, c'est un signe justement où on est accro à notre business. On a beau dire ce qu'on veut, c'est quand t'arrives pas à déconnecter, à décrocher et que ta vie tourne autour de ton business, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas sain et du coup, on rentre pour moi dans une addiction à ça déjà. Ouais, clairement d'accord avec ça. Et est-ce que tu as d'autres signes pour toi qui montrent qu'on est accro à notre travail? Franchement, je pense qu'on a fait le tour entre le fait que ça se devienne obsessionnel, le fait que ça commence à impacter ta santé, le fait que les relations avec tes proches se détériorent. Je pense que le fait que tu prennes plus soin de toi, en gros, la seule manière dont tu prennes soin de toi, c'est d'un point de vue très Superficiel.
Ouais, c'est d'un point de vue superficiel, mais tu vois, tu vas te prendre soin de toi pour aller rechercher la productivité et c'est le seul but pour lequel tu vas prendre soin de toi. Par exemple, moi, je sais que je me forçais à manger dans le sens où en fait, j'oubliais un peu qu'il fallait que je mange et du coup, je finissais par manger des trucs, mais juste pour la survie et je mangeais pas des trucs hyper sains en plus. Du coup, c'est pas vraiment prendre soin de moi et ça finit par se répertorier sur Oui. non, répercuter, répercuter sur ta santé. Justement parce que comme tu l'as dit, bah soit on grossit, soit en plus on va consommer des aliments qui sont pas hyper. Bah si par exemple tu te mets à prendre trop de sucre et que tu finis avec un gros coup de barre, tu vas reprendre du sucre. Enfin, il y a rien de bon dans tout ça. Ah oui, non mais oui, clairement, de toute façon, quand on dit que c'est vraiment une spirale infernale, un cercle vicieux, etc., je pense que bah, on pèse clairement nos mots. Et tout à l'heure, tu parlais aussi enfin, ce que tu disais, en tout cas, pour moi, ça m'a fait penser aussi à la notion de perfectionnisme, qui est aussi liée. Alors après, je vais pas dire que tous les perfectionnistes, enfin, quand on est perfectionniste, que c'est un signe d'être accro à son travail, parce que je ne pense pas. Mais je pense que c'est aussi lié parce que du coup, on est dans cette quête d'excellence, on a toujours envie de faire plus, qu'on n'est jamais satisfait de son travail, qui fait que justement, on va du coup travailler plus, on va pas compter nos heures, etc., etc. Et du coup, on est encore une fois dans ce cercle vicieux, quoi. Clairement. Et pour le coup, moi, ça se voyait beaucoup sur les interventions que je prépare parce que je donne des cours dans des écoles. Et alors, en fait, c'est du perfectionnisme guidé par le syndrome de l'imposteur un peu, dans le sens où j'essaye d'anticiper ce que les étudiants vont dire et il est hors de question que, je ne m'autorisais pas à ce que les étudiants posent une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Et du coup, t'es là, tu tombes dans des recherches extrêmes et tu finis par mettre, je sais pas, une journée entière à préparer ton cours parce que tu passes ton temps à faire des recherches et à la fin, t'as du coup pas avancé sur plein d'autres projets et ton cours, il est même pas fini. Je pense qu'on se retrouve tous aussi là-dedans. À notre échelle, mais oui, clairement. Ouais, ça c'est... Oui, il faut en parler. Et moi, du coup, pardon, je suis très curieuse de comment toi, ça s'est, à part le fait que tu prenais pas de vacances, comment ça s'est répercuté autrement sur toi? Alors moi, ça a été là où je me suis vraiment dit, ok, meuf, t'es peut-être vraiment accro à ton business. J'ai ressenti un manque. Mais quand je te dis un manque, c'est que j'avais comme si je devais combler en fait mes journées pour ne pas penser au travail. Et du coup, c'est quand tu regardes la définition, c'est clairement ça en fait. C'est que je disais à mon chéri, ok, bah en fait, j'ai toute une journée, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bah je vais faire ça, 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 ça. Et il me dit, mais en fait, tu peux ne rien faire. Et je dis, bah non, je vais pas ne rien faire. Enfin, c'est trop bizarre. Et je lui dis, écoute, je vais lire. Il me dit, ok, tu lis quoi? Je dis, bah un livre sur l'entrepreneuriat, sur le business. Il me dit, bah non, ça c'est pas déconnecté. Je lui dis, mais moi j'ai que des livres sur ça maintenant parce que je prends plus le temps de lire bah, des livres, des perso, tout ce que j'aimais en fait avant. Même les romans, c'est quelque chose que j'adorais lire. Et en fait, maintenant, bah comme toi, je lis que des livres sur l'entrepreneuriat et que j'aime, hein. Enfin, j'aime ça, mais encore une fois, c'est pas déconnecté. Et du coup, c'est un ressenti profond que j'ai eu en mode, t'es en manque. Et en fait, j'ai culpabilisé de me dire, bah en fait, t'es pas en train de travailler alors que t'as plein de projets. Et en même temps, est-ce que t'as besoin de prendre des vacances parce que finalement, tu fais pas grand-chose, tu ressens le besoin de travailler, donc peut-être que tu dois travailler. Enfin, vraiment, c'était cette partie questionnement où je me suis dit, ok, en fait, t'as un vrai problème avec ta relation, enfin, avec, ouais, la relation que t'as avec ton travail, en tout cas, qui a pris beaucoup de place. Et c'est pour ça qu'en début d'année, j'ai changé pas mal de choses dans mon quotidien et on pourra l'aborder dans tout ce qui est solution. Mais je suis plutôt fière de ce que je suis en train de faire et de justement mon évolution par rapport à ça. Voilà, on s'applaudit. Mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué et c'est pour ça que pour moi, ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet-là parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et que c'est un sujet qu'on n'aborde pas encore assez à mon goût. Donc voilà, d'ailleurs, parfaite transition pour parler des conséquences, si ça te va, de justement être accro à son business et ne pas écouter justement peut-être son corps ou même son mental. Parce que moi, parfois, je me dis, hein, tu dois arrêter de travailler. Mon mental me le dit, mais je sais pas, c'est mes mains qui continuent toutes seules. Bah, je pense que la principale conséquence, tu l'as déjà évoqué, c'est déjà le côté isolement. Et alors, en plus, là où c'est un peu traître ce que les discours qu'on entend dans la société, c'est que quand tu es entrepreneur, le côté isolement, au départ, il te dérange pas plus que ça parce que tu vois ce côté, les autres peuvent pas comprendre. Et genre, les salariés et ton entourage ne peuvent pas comprendre. Et du coup, je suis toujours très mitigée sur cette phrase parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça demande comme
comme sacrifice ou comme investissement d'être entrepreneur et à quel point ça peut te prendre la tête, ça je suis d'accord. Mais s'isoler complètement de ces gens-là, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et c'est plus, est-ce que les gens, ils ont envie d'essayer de comprendre ou est-ce que ça les intéresse pas? Et déjà là, c'est beaucoup plus facile de faire un tri dans ton entourage. Mais donc la principale conséquence pour moi, ça a été l'isolement. Et après, sur les conséquences, il y a eu tout ce que j'ai dit sur les impacts sur ma santé, parce que vraiment d'un point de vue santé, c'était terrible. Mon corps était pas en bon état, je dormais vraiment mal et ça c'est horrible. En plus d'être dans le rush, d'être fatigué, t'as l'impression que vraiment t'es coincé dans une espèce de roue de hamster. Et comme en plus tu te bullshit le cerveau en te disant que quand tu fais une pause, c'est quand t'es en train de regarder une formation, Rien qui va. vraiment rien ne va. Tu ne t'en Ah ouais, sors non mais pas. oui, totalement. Et même en conséquences physiques, moi ce que j'ai remarqué, c'est justement le fait du coup d'être assise H24 devant ton écran et du coup de pas être en mouvement. Moi j'ai eu beaucoup de douleurs musculaires, donc voilà tout ce qui est au niveau du dos, au niveau des cervicales, au niveau de la tête, mais vraiment des grosses douleurs. Donc du coup je vois un ostéo maintenant plusieurs fois dans l'année parce qu'avant c'était une fois dans l'année et maintenant elle m'a dit ce n'est plus possible de venir seulement une fois par an. Beaucoup trop de douleurs partout et de raideurs. Et ça, clairement, je pense que c'est une conséquence aussi quand on est accro à son business et qu'on travaille du coup de manière assise tout le temps et qu'on est totalement sédentaire, on va pas se mentir, ça a fait des troubles, des douleurs musculaires et puis même digestifs, hein, tout ça parce que moi, par exemple, je sais que mon deuxième cerveau, c'est mon ventre et du coup, il a pris grave cher ces dernières années avec le stress, l'anxiété, qui est aussi des conséquences, je pense, d'être accro entre guillemets à son business. C'est que justement, moi, beaucoup de choses se passent dans mon ventre et du coup, problème digestif, tout ça, quoi. Alors moi, j'ai pas eu ça. Par contre, en conséquence du stress, j'ai eu des poussées d'eczéma assez incroyables. Ah oui, moi aussi, t'inquiète. Et alors ça, pour le coup, vraiment, genre, ça t'arrive d'un coup. Moi, c'était beaucoup sur les avant-bras. J'avais les avant-bras en feu, je pouvais plus les poser, ça me faisait hyper mal, ça me grattait de fou. Et genre, quand on te dit, en fait, c'est le stress qui a causé ça, il faut que vous mettiez... j'avais des pommades à la cortisone et tout, et la dame qui me dit, ce serait bien que vous vous relaxiez. Et moi, dans ma tête, j'étais là en mode, mais ça va, je suis chez moi, je fais ce que j'aime, je suis relax, en fait. Et en fait, il y a ce truc de ne pas se rendre compte que il y a un truc qui va pas. Et moi, dans les conséquences aussi, c'est que dans mon isolement, je me suis aussi un peu interdit mes plaisirs qui de base me faisaient plaisir. Comme par exemple, je suis une grosse fan d'animé, mais je regardais plus d'animé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une fois où genre j'ai mangé un animé en genre 2 jours et je commençais à culpabiliser. Et quand j'en ai parlé à une de mes amies, elle m'a dit, mais normalement, tu faisais ça tous les week-ends, donc en quoi c'est un problème? Et c'est là que je me suis dit, ah oui, j'ai un peu changé quand même. Ouais, de toute façon, je pense que tout est lié. Mais du coup, t'étais pas sujette avant à des crises d'eczéma? Ça arrivait vraiment que avec le stress? Ah ouais, moi j'ai découvert l'eczéma pendant le burn-out, hein. Avant, j'avais jamais fait d'eczéma, hein. Oui, après, de toute façon, c'est aussi des conséquences qui peuvent arriver du jour au lendemain, quoi. Ouais, et vraiment, en plus, pareil, je suis allée voir l'ostéo parce que je me bloquais le dos et l'ostéo qui me disait non mais là ça va pas du tout, pourquoi vous êtes aussi stressée? Et moi je suis là en mode de quoi tu me parles? Le déni est profond, tu vois, dans les conséquences, le déni. Ah ouais, non, mais ça, totalement. De toute façon, je pense que Bon, après, c'est vraiment propre à chacun, tout ce qui est conséquences physiques. Tout le monde ne va pas avoir les mêmes conséquences et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et de regarder les petites apparitions nouvelles. Moi, par exemple, quand je suis stressée, je fais vachement de boutons de fièvre. Vraiment, j'ai eu des périodes où j'en faisais 4 par mois. Je savais, du coup, que le stress était bien présent. Mais ça, typiquement, si on ne se connaît pas, d'où encore l'importance aussi de bien se connaître et savoir comment on réagit, tu sais pas que ça peut venir de là. Moi, maintenant, je sais que quand je suis stressée, voilà, je fais de l'eczéma, je fais des boutons de fièvre, je dors mal, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, enfin, tout ça, tout est lié pour moi. Et je pense que c'est important aussi de le connaître. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au burn-out qui, clairement, pour moi, qui est clairement une conséquence. Et j'ai noté une phrase que j'ai vue justement en préparant cet épisode, que je vais vous lire, qui était: le burn-out est à l'addiction au travail ce que l'overdose est à la dépendance à une drogue, comme l'héroïne. Et je trouvais ça hyper vrai parce que je pense que c'est la plus grosse conséquence de notre addiction au travail. Mais moi j'ai bien aimé cette phrase parce que je trouve qu'elle était vraiment vraie et que ça montre justement la conséquence qui est quand même importante de cette addiction si on ne la traite pas, parce que il n'y a pas non plus de burn-out finalement sans une certaine dépendance intense justement au travail. Et pour moi je pense que c'est la plus grosse conséquence. Et alors même si parfois ça va pas au burn-out pardon, ça peut être tout simplement un épuisement professionnel. Moi c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce mot burn-out parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise maintenant même quand ce n'est pas le cas, et j'ai du mal à trouver la limite
entre épuisement professionnel et burn-out, mais je pense que c'est vraiment les plus grosses conséquences qui, en tout cas, peuvent avoir un impact dans notre vie au quotidien, quoi. Alors, si ça peut t'aider, j'avais demandé à mon médecin ce que c'était vraiment un burn-out et il m'avait expliqué que la différence entre un épuisement professionnel et le burn-out, c'est que le burn-out, c'est sur une durée. Globalement, il considère que tu peux pas faire un burn-out si ça fait que 6 mois que tu es en train de te cramer à ton travail. Qu'il faut que tu en chies, excusez-moi l'expression. Il faut que tu sois vraiment genre au bout du bout pendant plus d'un an enfin, pour que ça soit vraiment considéré burn-out. Je ne sais toujours pas si c'est sa propre définition ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui m'avait donné comme étalon. Et je te rejoins totalement. Et je trouve pour le coup que cette phrase met aussi bien en avant le côté, il y a un vrai problème en fait à être dépendant à son travail. C'est pas positif d'être dépendant à son travail et de vouloir tout le temps travailler beaucoup. On n'est pas obligé de se définir comme des bosseurs. Quand on se définit comme une bosseuse, ça veut pas forcément dire qu'on est addict à notre travail. Et on peut être une bosseuse sans être addict, et on peut être content d'être une bosseuse sans être addict. Et attention justement quand on bascule et qu'on tombe carrément dans l'addiction, parce que là, il y a des problèmes. La frontière est fine et moi je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient que il pouvait avoir du positif justement être accro à son business, comme quand on dit tu sais t'es accro au chocolat, il y a quand même des bienfaits du chocolat, etc. Sauf que honnêtement j'arrive pas trop à voir les bienfaits, mis à part que du coup oui tu travailles c'est pas tu fais rien chez toi, tu travailles, ça peut être peut-être un avantage, mais oui c'est quelque chose qu'il faut pas négliger et je pense que on va en parler de toute façon dans les solutions, mais il faut pas prendre du temps avant de justement faire en sorte, j'allais dire de soigner ça, mais c'est pas vraiment soigner, mais en tout cas s'attarder, on va dire, dessus pour avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso et surtout, pardon, se sentir mieux dans sa globalité, quoi. Moi, je dirais qu'à partir du moment où la question se pose, va consulter quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Mais oui, en vrai, c'est totalement ça. Et du coup, justement, parfaite transition. Est-ce que tu as des conseils, selon encore une fois ta propre expérience, pour aller mieux, pour sortir justement de cette addiction? Tu disais justement aller consulter quelqu'un et moi je suis totalement d'accord parce que c'est tout comme le ferait un alcoolique ou un fumeur ou une autre personne qui a une toute autre addiction. Je pense que c'est important de se faire accompagner et de pas être seul là-dedans. Carrément, et surtout qu'en plus, ça peut être le déclencheur qui nous permet de nous rendre compte des choses, parce que souvent on a l'habitude, enfin on est un peu bloqué dans notre petit trou du hamster et on voit pas exactement ce qui peut se passer ou où pourrait être le problème, alors que quand ça fait, pour mon propre cas, quand tu consultes un ostéo 4 fois en 3 mois, il y a un problème, vraiment il y a un problème. Quand tu passes beaucoup trop de temps chez le médecin et que tu arrives avec tout le temps des nouvelles maladies et qu'à chaque fois on te répète que c'est le stress qui est en cause, Ouais. il y a des choses à régler. Du coup, mon premier conseil, ça serait accepter de chercher de l'aide et de demander de l'aide et d'essayer de trouver des solutions. Et je pense que mon deuxième conseil, il est pas mal lié au parallèle avec l'addiction à la drogue, mais c'est qu'en fait, il y a deux façons de faire et que dans les deux cas, il faut faire attention. Pour moi, c'est soit vous faites un très gros sevrage, soit vous diminuez graduellement. Mais diminuer graduellement, ça veut pas dire qu'à un moment, vous allez reprendre à votre haute fréquence. Ça veut dire vraiment diminuer graduellement, ça devient votre nouvelle norme. J'adore. Ouais, ça me parle beaucoup. Non, mais c'est vrai en vrai, parce qu'on peut vite repartir dans ces retranchements, dans ces démons, et ça, faut en avoir conscience aussi. Et du coup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me mettre des limites. Par exemple, je ne m'autorise qu'à travailler qu'une seule fois par semaine jusqu'à 20 heures. C'est-à-dire qu'avant, dans le reste de la semaine, je dois avoir fini de travailler, on va dire vers 18 heures. J'aimerais avoir fini de travailler. Parfois, d'accord, c'est 18h30, mais j'essaye de respecter quand même ce truc-là. Et il n'y a qu'une seule fois dans la semaine, si vraiment je suis dans le jus, où je m'autorise à travailler jusqu'à 20 heures. Sinon, je m'autorise pas. Et je suis obligée de me laisser au moins 2 après-midi par semaine, week-end compris, sans travail. Et si possible, du coup, une journée complète sans travail. Trop bien. Ouais, donc tu te donnes vraiment des horaires de travail à respecter et surtout tes non négociables pour toi, pour ton temps off, quoi. Ouais. Et t'arrives à le respecter? Alors, c'est pas toujours facile, mais il y a des trucs, tu vois, par exemple, j'avais parlé de la famille et à quel point je voyais plus ma famille. Les anniversaires de ma famille, on va pas se mentir, ça revient chaque année. Donc, je n'ai pas d'excuse de pas les avoir anticipés. Et donc là, j'ai décidé qu'il était hors de question que mon travail m'empêche d'aller voir ma famille pour leur anniversaire. Et donc, du coup, les anniversaires sont déjà notés. Enfin, je fais tout pour ne pas prendre de rendez-vous et pour pouvoir bouger pour aller les voir à leur anniversaire. Ça, c'est du coup mon non négociable. Est-ce que j'arrive à le respecter
respecter, je vais te dire que ça dépend des périodes. Il y a quand même des périodes où il faut pas se mentir. Parfois dans le business, tu as besoin de donner un petit coup de collier. Par contre, du coup, je m'oblige à contrebalancer. Ça veut dire que si je respecte pas ma règle de un seul soir par semaine où je vais jusqu'à 20h et que je fais, on va dire, 3 soirs par semaine, et dans la semaine d'après, je suis obligée d'essayer de trouver des moments où je vais pas travailler avant 10h ou où je vais m'arrêter de travailler à 15h, tu vois. Ouais, mais de toute façon, c'est ça, je pense, pour avoir un équilibre. C'est comme, tu sais, quand t'es en période de lancement, tu sais que tu vas cravacher un petit peu plus parce que, voilà, il faut faire le taf aussi. Mais peut-être que après, du coup, ton lancement, tu vas justement prendre des jours off, tu vas peut-être prendre des vacances. Et ça, je pense, je te rejoins là-dessus de poser justement ces non négociables. Je pense que c'est important pour les tenir. Et, par exemple, moi, maintenant, ce que j'ai fait, alors, c'est cette année, hein, donc c'est encore récent, mais c'est vraiment de poser mes jours off et mes vacances dans l'année. Comme ça, au moins, j'ai pas d'excuses en disant, ok, non, là, j'ai un rendez-vous, je peux pas, etc. Parce qu'en fait, j'ai des rendez-vous toutes les semaines, hein, clairement, on va pas se mentir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris de me le mettre dans l'emploi du temps pour que ça soit vraiment un non négociable. Après, ça marche avec les jours off et puis les vacances quand, tu vois, par exemple, en février, j'ai pas mal de mariages, de VJF, d'anniversaires, etc. Donc tout ça, c'est calé. Par contre, pour la partie loisirs, j'ai encore un peu de mal où, par exemple, je me disais, je veux faire au moins 3 fois du sport par semaine. Sauf que j'arrive pas à le caler de manière régulière en disant, ok, ce moment, c'est no way, je prends pas de rendez-vous parce que il y a des clients parfois qui ont besoin de ce créneau-là, ils ont pas d'autres créneaux, etc. Mais du coup, j'essaie quand même de m'adapter en disant, ok, je peux pas y aller à cette heure-là, je vais organiser quand même ma journée de façon à ce que j'aille au sport. Par exemple, c'est ce que je te disais du coup avant qu'on démarre cet épisode. J'ai une journée de fou avec pas mal de rendez-vous qui se sont rajoutés. Du coup, j'ai trouvé genre 2 heures dans mon emploi du temps pour aller au sport entre 2 rendez-vous et c'est ce que je vais faire. Mais je pense que c'est important en tout cas de s'obliger, mais aussi des guillemets, mais pour que ça devienne aussi une habitude et après des automatismes, de faire les choses dans un premier temps pour que ça soit justement plus naturel après quoi. Ouais, et puis là où je te rejoins aussi, c'est que moi, j'arrive pas non plus à caler des créneaux pour les loisirs. Par contre, je me cale une liste de ce que je veux faire dans la semaine. Donc ça veut dire que quand je commence ma semaine, je me dis, bon, moi le mercredi soir, je vais au basket. Donc ça veut dire que il faut que si j'ai envie, je cours 2 fois par semaine en plus du basket. Donc du coup, quand est-ce que je les cale? Et c'est juste, je me dis juste ça. En fait, je réfléchis à quand est-ce que je peux les caler. S'il y a un matin, je me lève et je sens que vraiment, j'ai pas la pêche du tout et qu'il vaut mieux que je reste au lit, je vais pas m'obliger à aller courir. C'est aussi du coup de renouer avec un peu d'amour de soi et du coup ça aussi ça aide quelque part à te sortir de là, c'est quand tu te rends compte que ok, Ouais. là tu t'es écouté, t'as fait l'effort de t'écouter, nickel, on continue comme ça et puis c'est pas grave, on fera le sport un autre jour et tout va bien se passer. Et donc par exemple je me dis là j'aimerais bien tu vois, j'ai vu que Aya Nakamura elle a sorti son nouvel album, j'ai vu qu'il y avait une interview d'elle et je me suis dit mais en fait j'ai trop envie d'aller comprendre vraiment comment Aya Nakamura elle fait sa musique, comment elle pense tout ça. Et du coup, je me suis dit, tu vois, dans le truc que je veux faire cette semaine, je veux écouter l'interview d'Aya Nakamura. Je sais pas exactement quand je vais le caler, mais je me suis dit ça. Et du coup, ça fait partie des trucs, c'est un petit peu ma to-do list loisir, où en gros, je veux réussir à le caler. Je suis pas non plus rigide sur le moment où je vais le caler, parce que peut-être que j'aurai pas l'énergie ou peut-être que j'aurai envie de continuer à travailler. Mais en tout cas, je veux que ça soit fait d'ici la fin de la semaine. Ouais, j'aime beaucoup cette manière de fonctionner, de penser, parce que je trouve que du coup, t'as moins de frustration aussi en disant, en fait, là, il faut le faire parce que c'est écrit et j'ai pas du tout envie de le faire. Après, il faut juste aussi être discipliné envers soi-même, parce que si tu dis, ok, là, par exemple, je vais pas au sport parce que je le sens pas, et que tu le fais 3 fois d'affilée, c'est autre chose. Mais par contre, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère de faire ma to-do, par exemple, de la semaine, en disant, j'ai ça à faire, mais je vais pas le caler par jour. Je sais juste qu'à la fin de la semaine, il faut que tout soit finalisé, parce que je sais qu'il y a des journées où je vais beaucoup plus travailler que d'autres. Il y a des journées où je vais te faire 12 heures, tu sais pas pourquoi, et d'autres où ça va être des plus petites journées, parce que voilà, j'aurai plus d'énergie, plus d'envie, mais c'est intéressant de le voir comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, quelque chose qui a bien fonctionné pour moi, c'est de traquer mon temps. On avait déjà parlé, mais le fait de traquer mon temps, ça m'a permis de, justement déjà de passer moins de temps à travailler, parce que quand je me disais, ok, ça fait déjà 7 heures que t'es en train de travailler, t'as pas envie de dépasser, donc tu vas t'arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a trop bien fonctionné. Enfin, ça fait un mois que je teste, donc on va pas s'emballer. Mais ça peut être un conseil à donner pour déjà sortir justement de cette addiction. Parce que quand tu le vois, parce que quand tu le penses, c'est différent aussi. Tu dis, ok, j'ai passé tant de temps plus ou moins devant l'écran, mais je trouve quand tu le vois, quand tu vois en tout cas ton chrono tourner, c'est différent parce que tu dis, ok, t'as vraiment travaillé de manière effective pendant 7 heures. Parce qu'après, je mets pas mon chrono si je scrolle, enfin si je réponds à des mails perso, si je suis sur WhatsApp, etc., etc. Mais du coup, ça me donne une idée, quoi. J'aime bien ça. Et moi, en fait, vu que pour le coup, on a 2 fonctionnements différents, toujours en rapport avec le human design, moi, j'ai une énergie qui est plutôt fluctuante, c'est de m'autoriser des pauses dans la journée. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, on s'est donné rendez-vous à 14h pour enregistrer cet épisode.
j'ai fini ma réunion avec mon assistante à 11h. Je suis allée manger, j'ai fait une sieste. Et le fait de m'autoriser à faire la sieste, c'est vraiment genre, ok, peut-être que je me suis juste allongée 40 minutes et que j'ai pas vraiment dormi, mais au moins je recharge les batteries. Et ça joue aussi du coup dans ma journée après cet épisode, enfin cet enregistrement, je vais faire une pause. Je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais aller marcher, peut-être que je vais lire un livre. Mais en tout cas, je vais faire une pause sans écran et je reviendrai travailler après. Et ça aussi, ça m'aide parce que du coup, ça m'oblige à être vraiment concentrée quand je suis devant mon écran et à travailler vraiment et du coup à ne pas tomber dans le piège de oh, je lirais bien cette petite newsletter. Et à tomber en plus du coup dans le faux travail qui ne te fait pas vraiment avancer. Ah oui, qui est pas du tout productif, où tu te dis, t'es juste devant l'écran pour faire genre un peu, tu sais, comme dans le salariat, où tu restes jusqu'à 19h juste pour faire comme tout le monde, alors que t'as fini ton taf il y a déjà 2 heures, mais bon, tu fais comme tout le monde, tu restes pour le côté je suis présent, quoi. Ouais, carrément. Et pour le coup, il y a un mot que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça demande de la discipline. Pour le coup, je trouve que quand on est entrepreneur, ça nous demande beaucoup de discipline et que justement, le fait d'être aussi discipliné dans tes loisirs et de continuer à essayer de maintenir cette balance, ben, je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose qui m'aide beaucoup plus. Tu vois, quand j'ai réussi à passer tout mon dimanche à pas travailler, ben, en fait, le lundi, mais j'ai qu'une envie, c'est de travailler. Et pas du côté obsessionnel, du côté en mode, ah, mais j'ai eu plein d'idées. Ouais. Et vraiment, même le dimanche, parfois, je vais prendre mon téléphone et je vais noter une idée parce que bah, j'ai eu une idée, mais juste, je m'arrête là. Je la note, je vais pas la développer, l'appliquer directement. Je la note et puis je la garde pour le lundi. Et du coup, le lundi, je suis vraiment en mode, ouais, quand est-ce que j'y retourne? Ouais, comme des petits enfants. Ouais, ouais. On a cette insouciance qui revient, cette excitation. Ouais, je suis trop comme toi là-dessus. Je Et comprends. justement, je trouve que le fait d'avoir mis en place des techniques pour sortir de cette addiction, tu retrouves la vraie passion, la vraie envie, et que justement, on retombe dans le côté très sain de la passion et pas dans le côté addiction. Ouais, non mais oui, en vrai c'est ça et c'est, je pense, qu'il est nécessaire à faire pour tenir sur du long terme dans tous les cas. Et moi, ce que je rajouterais en conseil aussi, enfin en termes de solution, c'est de réduire tout ce qui est source de distraction, enlever les notifications de son téléphone pour ne pas être justement H24 connecté au travail, parce que sinon c'est trop facile de dire ok, j'ai reçu un mail, je regarde en deux et après tu commences à répondre et puis tu regardes tous tes autres mails. Je pense qu'on a tous fait ça, je plaide coupable. Du coup, ça peut être quelque chose d'intéressant de couper voilà vraiment les notifications sur le téléphone, des réseaux, des mails, parce que bah clairement c'est ça qui nous met dedans en priorité, parce que surtout de nos jours les notifications c'est toute la journée quoi. Ouais, moi j'ai plus aucune notification Instagram, j'ai aucune notification TikTok. Et au départ, on est là en mode ah, mais si mes clients me parlent, eh ben si mes clients me parlent, ils attendront que je me reconnecte. Si mes clients me parlent un dimanche et que je ne réponds pas dans l'heure, c'est pas très grave. Enfin, il faut aussi qu'on se lâche un peu la grappe sur les attentes de nos clients. Nos clients, ils attendent pas de nous une disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi de me dire ouais, ouais, non, mais mon client, il va attendre en fait. Pas de manière méchante, c'est juste, Ah oui. bah, en fait, mon client, lui, il est capable de me dire, bah non, je vais pas te répondre maintenant parce que je suis en famille, pourquoi moi je me l'accorde pas? Donc ouais, ça m'a aidé. Ouais, 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 ça c'est vrai. Après, de toute façon, on est souvent très exigeant aussi envers soi-même. Et je sais que j'avais fait un épisode de podcast justement sur ça, sur l'exigence, et j'ai eu beaucoup de retours où les gens justement se retrouvaient, parce qu'on est souvent justement plus exigeant envers soi-même qu'envers les autres. Bon, ça c'est un fait. Mais du coup, c'est important de se replacer justement au centre, voilà, d'être notre priorité. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est important. Et je sais que bah, justement, encore une fois, quand j'ai préparé cet épisode, parce que j'avais bien fait mon travail, j'avais vu que je crois que c'était 48%, ouais, 48% de mémoire des Français, où leur priorité en tout cas c'était de préserver leur temps libre et d'équilibrer justement tout ce qui est temps de vie quoi. Et je pense que bah justement c'est à la mode parce que on a tous souffert de ça et d'autres peut-être plus que certains, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est important. Et j'avais une dernière question pour toi. Parce que ça peut rentrer dans une solution, est-ce que tu délègues? Parce que je pense que justement apprendre à déléguer et faire confiance à des personnes, ça peut te permettre aussi toi de te focaliser sur d'autres choses, donc des tâches où tu vas être peut-être plus efficace, mais aussi sur plus de choses personnelles. Et du coup, ça peut rentrer en solution. J'ai commencé à déléguer et là encore, moi j'ai prévu d'en faire un épisode de podcast justement parce que waouh, qu'est-ce que ça vient remuer comme croyance, etc. Donc ouais, j'ai commencé à déléguer et j'avoue que c'est pas mal cool de voir qu'il y a des choses qui se passent même pendant que toi t'es en train de dormir. Ouais. Faut le dire. Ouais, et je pense que du coup, ça peut aider justement à sortir de ce cercle, quoi. Oui, et puis en plus, surtout quand tu es accro à ton business de manière générale, le fait de déléguer, ça te permet d'avoir un autre œil déjà sur ton business et de t'aider à prendre du recul. Et puis, moi, j'ai décidé, enfin, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui a un caractère aussi trempé que le mien et qui n'hésite pas à me dire, Lauriane, arrête de me répondre. Qui n'hésite pas à me dire, non mais Lauriane, va te coucher, arrête de répondre, pars de là, tu vois. Et genre, du coup, ça m'aide aussi
d'avoir cette rigueur-là. Et ça m'aide aussi à tenir mes engagements et du coup à me mettre des limites. Par exemple, je reprends l'épisode de podcast dont je parlais où que j'étais capable de monter et d'enregistrer à 23h alors qu'il sort à 6h du matin. Et ben là, vu que mon assistante doit le mettre en ligne, je peux plus faire ça. Oui, bah oui, forcément. Donc ça m'oblige, entre très grands guillemets, à l'enregistrer avant. Et donc ça me limite dans mes recherches. Je me dis, ok, et ben du coup j'ai 1 heure de recherche ou 2 heures de recherche, je dépasse pas ça, je rédige mon épisode après. Et en plus, ça vient contrer mon syndrome de l'imposteur parce que quand tu enregistres ton épisode de podcast, ensuite tu te rends compte que tu aurais vraiment pu faire 3 heures d'épisode de podcast sans avoir besoin de faire de recherche. Mais bref, c'est un autre débat. Mais donc oui, déléguer, ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre une nouvelle bouffée d'air et faire en sorte que je retombe amoureuse de mon business, ouais. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, j'ai vécu la même chose. Donc en gros, pour résumer, en termes de solutions, conseils qu'on pourrait donner aux auditeurs, ça serait de se donner déjà des horaires de travail à respecter pour vraiment avoir un cadre, prendre des pauses, des vraies pauses, parce qu'en plus de toute façon, enfin il faut le dire, l'ennui c'est hyper important je trouve pour développer sa créativité, etc. Donc ne pas hésiter justement à prendre des pauses, prendre des jours off pour vraiment déconnecter, des vacances, avoir ses non négociables pour avoir du temps pour soi et avoir du plaisir, réduire tout ce qui est source de distraction pour ne pas être connecté justement au travail, et puis du coup déléguer quand c'est possible pour justement avoir entre guillemets comme t'as dit des obligations et faire en sorte du coup de pas être derrière son business à chaque fois à courir en disant je dois faire ça parce que là t'as aussi des comptes à rendre à quelqu'un. J'ai bien résumé, ça va? Carrément. Merci beaucoup Lauriane pour tout ça. Est-ce que pour finir cet épisode tu aurais quelque chose justement une citation par rapport à ça, un dernier conseil ou je sais pas, quelque chose que tu as envie de nous partager? Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, on n'est pas docteur, on sauve pas des vies. Et ça m'avait mis une petite claque parce que j'étais partie en introspection sur quel est le sens de mon travail dans la société. Mais c'est pas ça que je vous encourage à faire. Ce que je vous encourage à faire, c'est à vous rappeler qu'en fait, même si vous n'avez pas fini votre to-do list, en fait, vraiment, c'est pas grave. Même si vous n'avez pas répondu à votre client, même si vous avez du retard sur un cas client, on est des êtres humains. Les clients vont comprendre et que effectivement, il n'y a pas de survie qui dépend de nos efforts au travail. Tout va bien se passer. Ouais, ça, il faut le rappeler. Il faut relativiser. Vraiment. Merci beaucoup pour ce rappel. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'il y a des canaux que tu préfères pour qu'on puisse te suivre? Instagram, clairement. J'adore Instagram. Même si j'ai coupé les notifications, j'adore Instagram. Du coup, mon Instagram, c'est GetYourCom. GET. Je le mettrai de toute façon dans la description. Eh ben, parfait. Merci. Et de là, vous aurez toutes les informations me concernant. Et vous verrez à quel point je fais des efforts pour ne plus être une aussi grosse addict au marketing et à mon business. On va te suivre de près par rapport à ça. On va regarder du coup si t'arrives à tenir tes engagements entre ça. Parce que bon, c'est quand même voilà, le rappel de cet épisode, c'était pour dire que la frontière peut être très très mince entre la passion et l'addiction, le workaholisme. Et du coup, voilà, il faut faire attention. Donc préservez-vous. Et merci beaucoup encore Lauriane pour notre échange. Avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité de si j'entreprends. Je vous fais des bisous.